Au sommaire de ce journal, la vague de violence qui continue au Nigeria. Le site d'un meeting de l'opposition a été pris pour cible ce samedi. Hakainde Hichilema rejette les résultats de la présidentielle de mardi dernier. Le principal candidat de l'opposition parle d'un simulacre d'élection. Enfin, grande manifestation ce week-end à Sanaa au Yémen. Elle vise entre autres à dénoncer les agissements des milices chiites. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition que nous démarrons par le Nigeria. Des hommes armés sont pris ce samedi au site où devait se tenir un meeting de l'opposition à Port Harcourt dans le sud du pays. L'attaque a eu lieu quelques heures avant un meeting du Congrès progressiste APC, meeting initié dans le cadre de l'élection du gouverneur de Port Harcourt qui aura lieu le 28 février prochain. On ne déplore aucune perte en vies humaines. Les dégâts sont cependant importants. Selon la police, les assaillants ont utilisé une matière explosive, apparemment de la dynamite, et avaient écarté les ouvriers qui préparaient l'événement. Et puis en Zambie, Hakainde Hichilema, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, a dénoncé ce samedi un simulacre d'élection. Il accuse son rival Edgar Lungu de lui avoir volé sa victoire. Cette élection a été un simulacre et ne reflète pas la majorité des Zambiens. Si Edgar est investi président, je veux qu'il sache qu'il n'est pas un président légitime. Hakainde Hichilema réagit ainsi à la publication par la commission électorale des résultats partiels de la présidentielle de mardi dernier. Résultats attribuant 47,96% des voix au Front patriotique du ministre de la Défense Edgar Lungu contre 47,17% au Parti de l'Unité pour le développement national que dirige l'opposant Hichilema. Pour lui, il s'agit de résultats prédéterminés, en somme une victoire volée. Il y a des individus bien connus au sein de l'ECZ qui ont agi en totale impunité et total mépris pour le processus démocratique en manipulant les résultats des élections. C'est très clair. Hakainde Hichilema dénonce par ailleurs des actes de violence perpétrés contre ses supporters et membres de l'UNPD au cours de la campagne électorale. Il appelle cependant ses compatriotes à la paix. L'appel à la paix est un appel à protéger les citoyens que nous voulons servir. Ce n'est pas un appel pour Lungu ou le PF ou les responsables de l'ECZ qui sont en train de voler les citoyens de leurs décisions. La paix est un prérequis pour le développement. Terminé. Notons que c'est la 4e fois que Hakainde Hichilema, cet homme d'affaires de 52 ans, brigue la présidentielle. Si la victoire de Edgar Lungu était confirmée, il dirigera la Zambie jusqu'en septembre 2016, date de la fin du mandat de 5 ans que n'a pu achever feu Michael Sata. En République démocratique du Congo, le Sénat a fini par amender le projet de loi électorale à l'origine de violences meurtrières à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Les sénateurs congolais ont pris la peine de mettre une croix sur le préalable du recensement avant la présidentielle. Cris de joie et scènes de liesse populaire en lieu et place des heurts et violences observées quelques heures plus tôt dans les rues de Kinshasa. On salue ainsi l'amendement par le Sénat du projet de loi électorale. Un amendement effectué avec une modification subséquente. Le recensement n'est plus un préalable à la tenue des élections. Je suis très satisfait parce que les sénateurs ont joué à la sagesse ainsi qu'à l'apaisement. Parce que c'était les points d'achoppement. C'est ça qui a brûlé la ville de Kinshasa. Les problèmes de recensement, les Kinois ont constaté ça comme étant un prolongement du mandat présidentiel. Pour bon nombre de sénateurs, c'est aussi un soulagement l'acte posé. Et il fallait bien le faire. Nous avons voulu apaiser l'opinion en conciliant les deux points de vue
Donc nous prenons en considération l'évolution des données démographiques, mais dans le respect des délais constitutionnels en matière électorale. Le pouvoir appartient au peuple, et si le peuple ne veut pas d'une option, il est important de respecter l'option du peuple, et j'espère que le sénateur a compris, et tout le monde doit comprendre dans le même sens. Soulagement aussi du côté de l'opposition, mais elle accueille cette avancée avec prudence, car elle sait que ce n'est qu'un combat qui vient d'être gagné, mais pas encore la victoire. La loi électorale est désormais entre les mains d'une commission paritaire composée de sénateurs et de députés qui vont devoir s'entendre sur une formulation finale. Au Parlement togolais, les députés membres de la commission des lois se sont une fois encore réunis cette semaine autour du projet de loi sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui agitent la vie politique nationale depuis un moment. Mais faute de consensus, le vote n'a pu se tenir. La séance a été simplement reportée. Je vous propose de suivre ici les réactions de quelques acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. Pour certains, c'est à recommencer à zéro. Pour d'autres, c'est déjà avancé. Pour nous, nous disons que le vrai problème, c'est la mise en application des réformes. Donc si tout le monde revenait à notre niveau, il n'y aurait plus de problème des réformes à l'Assemblée, mais de leur bonne application pour sortir le Togo de ces crises à répétition. Mais est-ce que ça peut se faire avant les échéances prochaines qui sont à notre porte? Je trouve que c'est possible. S'il y a bonne volonté, on a mis du temps à discuter sur les détails plutôt que d'aller droit au but. Il a été toujours constant dans sa démarche. Nous avons tout au début dit que nous étions ouverts à toute discussion pour que nous puissions aboutir à un consensus et aller vers les réformes. Ça a été notre position depuis le début. Mais malheureusement, c'est qu'en face de nous, on a constaté particulièrement du côté de l'ANC qu'ils avaient une position totalement figée. Alors par rapport à la proposition de loi qui a été introduite, l'article 90 de la Constitution dit clairement que les députés ont droit d'amendement. L'ANC a une position qui dit que le texte, la proposition de loi qui nous est soumise doit être votée en l'état. Et au début, il était question d'effet immédiat, c'est-à-dire que pour eux, il est hors de question que cette loi puisse disposer pour l'avenir. Il faut absolument que ça soit qu'il y ait un effet rétroactif. Bon, nous nous sommes prononcés là-dessus. Malheureusement, les discussions que nous avons eues, ils sont restés figés sur leur position. Parlons maintenant santé. Le Libéria ne compte plus que 5 cas confirmés d'Ebola. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé ce samedi les autorités sanitaires du pays. Toujours selon ces autorités, 3 des 5 cas confirmés se trouvent à Monrovia, la capitale, et les 2 autres dans les comtés de Bomi et dans le nord-ouest du pays. Le Libéria estime pouvoir arriver à 0 cas si tout se passe bien et si d'autres personnes ne tombent pas malades ailleurs. Dans le même registre, le président guinéen Alpha Condé a appelé à plus de vigilance contre la fièvre Ebola en ce moment où la situation de l'épidémie s'améliore. C'était lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères en Suisse. Notre priorité à nous tous actuellement, c'est comment mettre fin à l'Ebola. C'est l'Ebola zéro, c'est d'abord la priorité, parce que tout dépend de là. Maintenant, une fois l'Ebola terminé, nous avons le renforcement de notre système sanitaire. Voici l'Ebola s'est développé parce qu'on a un système sanitaire faible et aussi les dégâts que l'Ebola a eu sur notre économie et nos finances. Voilà comment ça peut être compensé. Oui. Ma préoccupation, c'est ça, d'abord mener la guerre contre l'Ebola, ensuite relancer l'économie. Donc, ce qui est mon combat actuellement, c'est cela. Mais des élections auront lieu, mais pour le moment, réellement, je me concentre sur comment arriver à Ebola zéro, ensuite comment relancer l'économie. C'est ça ma préoccupation essentielle. Actuellement, les choses évoluent bien, mais c'est en ce moment-là où il faut être très vigilant, parce que quand ça commence à baisser, les gens ont tendance à être plus négligents. Donc c'est maintenant que nous devons plus que jamais renforcer la lutte contre l'Ebola pour arriver réellement au taux zéro. On est en train de discuter avec le Fonds monétaire. Parfois, on évalue à 500 millions de dollars et le taux de croissance qui était
prévu ne sera pas atteint. On table entre 1 et 0,5%, ça dépend. Donc nous allons voir au mois de février avec le Fonds monétaire quel sera le taux exact. Mais les conséquences sont extrêmement graves sur notre économie, sans compter que les hommes d'affaires ne viennent plus, le contrat minier qu'on a signé, les discussions sont un peu rendues difficiles pour faire par vidéoconférence, parce que les gens souvent ne veulent pas venir. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes. Au Yémen, la vacance du pouvoir a entraîné dans la rue ce week-end une marée humaine impressionnante à Sanaa. Des milliers de personnes ont battu le macadam dans la capitale yéménite lors de la plus grande manifestation anti-Houthi, une manifestation destinée à dénoncer les agissements des miliciens chiites dans Sanaa et exiger par la même occasion le retour à la légalité dans ce pays. Rendons-nous maintenant au Mexique. Le gouvernement affronte depuis plusieurs semaines des milices rurales qu'il avait lui-même légalisées quelques mois plus tôt. Il s'agit des groupes d'autodéfense constitués pour combattre les narcotrafiquants et qui refusent aujourd'hui de rendre les armes. Un dernier hommage pour les victimes d'une explosion de violence à Apatzingán au Mexique. Dans cet état du centre-ouest du pays, le Michoacán, qu'on surnomme aussi Tierra Caliente, les autorités ont fait appel à des paysans locaux pour combattre un gang de narcotrafiquants alors très actifs dans la région. Leur milice d'autodéfense, jusqu'alors illégale, a été institutionnalisée en mai dernier. Mais lorsque l'État a voulu reprendre leurs armes, une partie de ces policiers ruraux, comme on les appelle, se sont rebellés. Les gens commencent à voir que le gouvernement lui-même attaque des civils, des innocents. Les gens deviennent furieux, on est furieux. Et maintenant, c'est tout le monde contre tout le monde. Les premiers mois de la collaboration entre le gouvernement et les milices avaient pourtant été fructueux. La plupart des leaders du cartel ont été arrêtés ou abattus. Mais malgré ces succès, certains ont rapidement tiré la sonnette d'alarme, dénonçant la présence de criminels dans les rangs de la police rurale. Pour protéger la région, ils ont autorisé des gens qui avaient un passé criminel à faire partie de la force rurale, à être armés, à gagner du pouvoir. C'est ça le problème. Début janvier, l'hôtel de ville d'Apatzingán a été le théâtre de violents combats, alors que les forces fédérales tentaient d'en reprendre le contrôle, et un milicien a été tué. Mais quelques heures plus tard, une protestation a dégénéré et 8 autres personnes ont trouvé la mort. Selon les autorités, la plupart des victimes ont été tuées par des balles perdues. Les survivants, eux, décrivent une exécution. Les garçons étaient en train de se rendre. Et la police fédérale leur a demandé de se mettre à genoux. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'étais sur le point de le faire. Ils les ont fait s'agenouiller et ils leur ont dit « Vous êtes foutus, sale chien !» Et ils les ont abattus. Les événements du Michoacán sont un nouveau scandale touchant l'administration du président Enrique Peña Nieto, 4 mois après l'enlèvement et le probable massacre de 43 étudiants dans l'état voisin du Guerrero. Une centaine de personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire qui a mis en lumière les liens troubles entre certaines autorités locales et le crime organisé. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Au revoir.